bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, pour évoquer la politique documentaire comme objet politique, je vous propose de faire un petit pas de côté lexical et de revenir avant tout au terme politique. Donc, quand on cherche des définitions, on peut toujours compter sur le CNRTL et l'on trouve deux sens complémentaires. Le premier, c'est l'art de conduire les affaires de l'État, sciences et pratiques du gouvernement de l'État, art, manière de diriger en vue du bien commun toutes les activités d'une société. Et le deuxième sens, par analogie, c'est la ligne de conduite raisonnée, en particulier d'une entreprise, d'une institution, l'ensemble des orientations choisies par une entreprise, stratégie. Donc, le nom apparaît en français autour de 1268 et il signifie alors la science et la pratique du gouvernement. Puis en 1640, il se précise un peu, manière particulière de gouverner, principe d'action, conduite dans le domaine public. Et enfin, en 1656, c'est l'habileté, la subtilité dans la conduite. Donc, qu'est-ce que la politique? Si on regarde du côté des synonymes, c'est l'habileté, le gouvernement, la diplomatie. Et qu'est-ce que ce n'est pas? Du côté des antonymes, alors c'est l'impolitique, c'est ce que nous dit le CNRTL. Donc l'impolitique, ça ne nous avance pas beaucoup dans notre conférence. Et c'est le naturel. Donc ce détour lexicographique était important, il nous semble, pour poser notre sujet et dessiner une gradation sémiologique de la ligne de conduite à l'art de conduire les affaires publiques tout en ménageant une certaine et habile diplomatie, et ce dans des contextes d'exercice proches et pourtant différents, les bibliothèques universitaires et les bibliothèques territoriales. Donc comme je ne parle que de ce que je connais, je vais parler des BU. Et alors, en bibliothèque universitaire, en 2013, le législateur a fait de la politique documentaire une des missions, voire la première mission, des services communs de la documentation, listée dans l'article D714-29 du Code de l'éducation. Je vais le citer. Les bibliothèques contribuent aux activités de formation et de recherche des établissements. Elles assurent notamment les missions suivantes. Petit 1, mettre en œuvre la politique documentaire de l'université ou des établissements contractants, coordonner les moyens correspondants et évaluer les services offerts aux usagers. Donc là, il s'agit bien du deuxième sens dégagé par le CNRTL, le sens par analogie. Rédiger et mettre en œuvre la politique documentaire, c'est définir les lignes directrices de la documentation et de ses mouvements, entrée, sortie, conservation, pilon, diffusion, médiation. Donc cette démarche qui permet le partage d'outils communs, que ce soit des outils de suivi, mais aussi des outils de communication, par la rédaction de la charte documentaire qui définit le grand cadre et des fiches domaines qui définissent les petits cadres, l'élaboration d'indicateurs, tout ce travail permet de façon locale, appliquée à la petite échelle d'une université, de légitimer l'action du SCD. Alors comment? En favorisant le dialogue avec les composantes, en s'appuyant sur des éléments tangibles et objectifs. Les fiches domaines qui rassemblent les éléments d'analyse des publics, les indicateurs, qui précisent les critères de désherbage, et on sait à quel point ce sujet peut être sensible en université, qui rappellent l'histoire des fonds, et finalement qui ancrent la pratique documentaire dans une démarche scientifique, explicable, argumentable, traçable et reproductible, voilà, ça favorise largement le dialogue avec les composantes. Alors, si je prends un exemple que là aussi je connais, donc le SCD de Caen, la rédaction des fiches domaines discipline par discipline, c'est fait avec l'ensemble des chargés de collection de l'ensemble du réseau, et toutes les fiches domaines commencent par l'analyse des publics. Et en tout premier lieu, l'analyse de l'offre de formation. Pour qui achetons-nous? Pour quels étudiants? Est-ce qu'ils sont 25 par cohorte? Est-ce qu'ils sont 500? Est-ce qu'ils sont à Alençon, à Cherbourg, à Caen? Est-ce qu'ils sont en licence? Ou est-ce qu'ils vont jusqu'en master? Est-ce qu'il y a des doctorants? Tout ça, évidemment, ça bouge les curseurs. Donc, c'est passé par l'analyse diplôme par diplôme, parfois syllabus par syllabus, de l'ensemble de l'offre de formation de l'université. Ensuite, comme on ne fait pas une politique documentaire dans les éthers, on a passé par l'analyse des axes de recherche et donc par sorte d'exégèse de tous les sites des laboratoires. Alors, bon, ça va, on a 40 laboratoires à l'université de Caen. Et donc,
laboratoire par laboratoire, quels sont les axes de la recherche? Parce que quand on dit qu'on a un laboratoire de psychologie ou de sociologie, on ne dit pas grand-chose. Quels sont les véritables axes de la recherche? À quel niveau on place le curseur? Quels sont les projets en cours? Est-ce que ce sont des labos, est-ce que ce sont des UMR? Est-ce que ce sont au contraire des labos purement universités? Bref, tout cet ensemble d'informations est fondamental. Ensuite, on analyse les collections pour les 18 bibliothèques de réseau, tranche de code par tranche de code. Et là aussi, ce travail-là permet de définir à la fois les domaines d'excellence, hein, les fonds pour lesquels on a une antériorité qui est véritablement intéressante, qui permet vraiment de soutenir la recherche, ou les creux aussi, hein, les fonds qui manquent dans nos collections. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ce travail, qu'on a rassemblé tous les indicateurs, on a présenté ces fiches domaines aux 10 composantes, et c'est ce dialogue-là, enfin c'est ce travail-là qui a permis soit de réanimer un dialogue qui avait été un peu suspendu, mais ou bien de tracer, voilà, de lancer des ponts entre le SCD et les composantes, pour ensuite parfois réajuster le périmètre des fiches domaines, ou au contraire, et aussi plutôt, prioriser les axes de développement. Hein. Par exemple, c'est aussi en discutant avec les composantes qu'on sait qu'un diplôme dont l'ouverture n'a pas encore été annoncée publiquement va ouvrir en septembre, qu'un axe de recherche qui n'est pas encore à jour sur le site du laboratoire est pourtant en train d'être monté. Légitimer l'action du SCD, la politique documentaire le fait aussi en donnant des arguments en faveur du budget du SCD dans un contexte de tension autour des budgets de l'ESR. Hein, les statistiques d'usage de la documentation numérique, évidemment, mais aussi les statistiques de prêt, mais ça c'est ce qui paraît évident, mais aussi l'historique des chantiers menés autour des collections. Est-ce qu'il y a eu des récollements? Est-ce que les données que nous proposons sont fiables et sont comparables à n'importe quel point du réseau? Est-ce que la méthodologie qui a été utilisée est la même? C'est ça aussi l'intérêt d'une politique documentaire en réseau. La définition de PCP locaux, est-ce que tous les abonnements qui pouvaient être dédoublonnés l'ont été ou pas? Ça, c'est important de le savoir pour pouvoir négocier un budget. La présence, l'inscription dans des PCP de périodiques au niveau national, là aussi, c'est un argument en faveur du maintien du budget. Alors, je ne parle même pas de hausse. Hein. Dans l'essence que donne le CNRTL, on a parlé de stratégie. Alors, si on parle de stratégie RH, la politique documentaire et son application, hein, la gestion des collections, en lien vraiment avec le terrain, avec la recherche, avec les chercheurs, avec les étudiants, là, c'est une chose c'est une des missions qui ne peut pas être, par exemple, déléguée aux emplois étudiants. C'est une mission qui ne peut pas être déléguée à une centrale d'achat. Et c'est spécifique aux emplois des bibliothèques, hein, que ce soit la partie scientifique, mais aussi, par exemple, le signalement. Enfin, monter une politique documentaire en réseau à l'échelle du SCD, c'est bien faire réseau et penser le développement des collections pour l'ensemble de l'université et pas seulement à l'échelle de chaque BU, hein, atomisé. Et les chantiers communs, que ce soit des grands chantiers de récollement, mais aussi des chantiers de désherbage pour lesquels on applique la même méthodologie, pour lesquels on va pouvoir appliquer les mêmes critères. Que ce soit des chantiers de signalement rétrospectif qui font émerger des fonds qui étaient alors inconnus, hein, sauf les seuls bibliothécaires. Et parfois, quand les magasins font 20 km, c'est difficile. L'harmonisation des pratiques pour une fluidité d'usage d'un point de vue usager et une même qualité de service pour tous les usagers de toutes les bibliothèques, là, ça aussi, ça fait partie de ce qui légitime l'action du SCD. Donc, si on change d'échelle, hein, pour revenir au premier sens que nous donnait le CNRTL, hein, là, la manière de diriger en vue du bien commun toutes les activités d'une société, on peut considérer que l'apport de la politique documentaire à cette politique, à ce niveau-là de la politique, c'est l'une des actions des BU en faveur de la réussite étudiante, à savoir
assurer l'accès de tous les publics à une information fiable et de qualité. Donc, dans un contexte national où, en 2023, selon l'IFOP, 46% des étudiants ont déjà sauté un repas faute de ressources financières et où 44% des étudiants travaillent en parallèle de leurs études selon l'Observatoire de la vie étudiante, l'accès gratuit avec des contraintes matérielles très limitées est fondamental. Et à ce moment-là, la politique documentaire s'articule aussi avec la politique de service. Si on regarde l'ESG-BU 2023, la moyenne des heures annuelles d'ouverture des BU d'au moins 200 places est de 2601 heures. Donc si on divise par les 52 semaines de l'année, ça nous donne 50 heures par semaine. Et ça ne tient pas compte des fermetures administratives. Et comme c'est une moyenne, finalement, ça reflète assez peu, même si c'est une amplitude déjà assez intéressante, les nocturnes ou les ouvertures du week-end que de nombreuses bibliothèques ont mises en place. Ce chiffre ne tient évidemment pas non plus compte de l'accès en tout temps et en tout lieu à la documentation numérique. Et en cela, en étant ouverte à des heures où les 44% des étudiants qui travaillent, en étant ouverte, donc au-delà des heures de travail de ces 44% des étudiants qui doivent travailler en dehors de leurs études, la politique documentaire qui se construit avec la politique de service joue bien un rôle politique. Et en cela, elle rejoint plusieurs des objectifs de développement durable fixés par l'ONU pour l'agenda 2030. Alors, je vais en citer quelques-uns. Donc l'ODD 4, veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d'équité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Alors là, pour les bibliothèques universitaires, c'est un objectif qui paraît assez transparent. L'ODD 10, réduire les inégalités entre les pays et en leur sein. Et là, encore une fois, penser un service de navette pour que tous les étudiants d'un réseau documentaire qui peut être parfois très large puissent accéder à la même offre documentaire, penser des horaires d'ouverture qui permettent à tous d'accéder à l'information quand leur emploi du temps le leur permet. Ça paraît fondamental. L'ODD 5, alors peut-être dans une moindre mesure, réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Là aussi, c'est une question d'égalité d'accès à l'information qui se joue. L'ODD 9, mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. Alors là, on peut dire qu'on est un peu loin de la politique documentaire. Néanmoins, quand on regarde l'item 9.5 nous dit renforcer la recherche scientifique, notamment en encourageant l'innovation et en augmentant considérablement le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la recherche et du développement et en accroissant les dépenses publiques et privées consacrées à la recherche et au développement d'ici à 2030. Et là, la politique documentaire qui se développe effectivement en lien avec la recherche de l'université a pleinement son rôle à jouer. Bon, si on regarde les autres ODD, effectivement, la politique documentaire n'éliminera pas la pauvreté dans le monde, ni la faim dans le monde. Elle ne jouera pas un rôle fondamental dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas la politique documentaire qui préservera les océans. Néanmoins, l'accès à une information scientifique et technique fiable et de qualité, gratuite, non entravée, apparaît comme un enjeu fondamental afin de permettre à la recherche de travailler pleinement à ces questions. Donc la politique documentaire, car elle prend en compte le multi-exemplaire, les accès numériques, mais fait également le lien avec les horaires d'ouverture et les services de navette, fait bien œuvre politique. En définissant le cadre dans lequel s'inscrivent les acquisitions, les publics pour lesquels elles sont réalisées, en circonscrivant la place de l'auto-édition, de l'édition non scientifique. La politique documentaire permet, dans un moment où, pour reprendre l'expression de Nathalie Sarraute, le monde de l'information s'enfonce, poursuit son avancée dans l'ère du soupçon, d'assurer un cadre et une fiabilité des sources permettant aux jeunes citoyens que sont nos étudiants de prendre pleinement part à la société dans laquelle ils s'inscrivent. On a parlé des étudiants, mais certains d'entre eux sont de futurs chercheurs. Et bon, nous, en BU, on a la chance d'avoir un public cible assez circonscrit. Et donc, ce sont bien sûr aussi les enseignants-chercheurs
pour lesquels la politique documentaire joue un rôle de soutien à la recherche. Donc, en assurant un accès à la documentation spécialisée en lien avec les axes de la recherche de chaque université, en s'inscrivant pleinement dans le réseau national, que ce soit celui du PEB, qui est fondamental, sinon il n'y a que des universités bien dotées et des universités mal dotées, en s'inscrivant dans les plans de conservation partagés à l'échelle nationale, que ceux-ci soient très définis, organisés, comme les PCPP pour les périodiques, ou qu'il s'agisse de règles tacites. Je rappelle une règle tacite du SUDOC, c'est si le nombre de localisations inférieur ou égal à 5, alors conservation fortement suggérée. Finalement, la politique documentaire apparaît comme l'un des garants des libertés académiques et de l'égalité au sein de la communauté des chercheurs. Donc, face aux hallucinations bibliographiques, la politique documentaire, parce qu'elle permet de dessiner un cadre documentaire au sein duquel les références sont vérifiées, validées par les pairs, choisies par une veille précise et documentée par les bibliothécaires, la politique documentaire recouvre une importance grandissante. Enfin, la politique documentaire dans son volet conservation, qu'il s'agisse de la conservation physique, on l'a dit, le nombre de localisations SUDOC par exemple, ou numérique, par le biais des licences nationales ou encore plus d'ISTEX, elle garantit l'accès pérenne à une information non censurée. Donc la journée va se clôturer sur une intervention sur les bibliothèques américaines et les actualités américaines et l'archivage d'urgence des données médicales, notamment concernant le genre, qui est en train d'être mené par les différentes institutions américaines, je pense, nous confirme dans cette position. Donc, en bibliothèque universitaire, la politique documentaire apparaît ainsi bien comme un objet politique et comme un levier de protection du pluralisme. Et ceci est encore plus constatable, il me semble, en lecture publique, en bibliothèque territoriale. Et donc, je cède la parole à Laurent Matos. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Donc moi, je vais traiter le même sujet que Louise, mais sur la version plus municipale. Donc la politique documentaire comme objet politique en bibliothèque municipale et quelle légitimité ont les bibliothécaires à faire collection dans ces espaces. Donc moi, je vais essentiellement faire un retour d'expérience. Je vais parler d'un territoire assez particulier, on va en parler pourquoi, mais qui sont les Yvelines. Et c'est une vision, c'est un ressenti. Donc, j'espère être pas le seul à le partager parce qu'il n'y a que moi qui aurai les problèmes. Donc, j'aimerais bien que ce soit partagé avec d'autres, mais peut-être que c'est pas forcément ce que vous avez en ressenti si vous êtes en poste. Donc j'espère quand même que vous vous retrouverez en partie dans ce que je vais présenter. Alors, comme je vais faire ce retour d'expérience, je ne parle que de ce que je connais. Voilà. Alors, je ne vais pas parler que du Chénéro-Cancourt, mais on va élargir un petit peu sur cette partie-là. Moi, j'ai fait l'essentiel de mon parcours dans les Yvelines, en bibliothèque municipale, départementale. J'aurai une petite larme peut-être tout à l'heure. Et notamment donc aussi avec un parcours associatif, puisque je me suis retrouvé pendant 7 ans président d'Intermédia 78, qui est l'association professionnelle, comme beaucoup de départements ont, et qui s'est retrouvé, qui est une, sans être péjoratif, pour avoir une petite association professionnelle de plutôt de grosses villes, en position de porter des missions de bibliothèque départementale suite à la fermeture de la bibliothèque départementale des Yvelines. Donc il a fallu avoir des missions de formation, d'accompagnement, et il y a encore de gros enjeux, on y reviendra. Et je reprécise aussi que l'association ne souhaitait pas devenir une bibliothèque départementale, on n'avait ni les compétences ni les moyens. Et je fais partie aussi de la commission Paul Doc de l'ABF. Très très rapidement, les Yvelines, c'est l'un des départements les plus riches de France, ce qui est peut-être un peu plus choquant encore sur ce que je vais présenter. C'est un territoire qui n'est pas si homogène que ça. Et pour ceux qui connaissent, il y a des vraies disparités. Il me semble qu'il y a la ville la plus pauvre de France et qu'il y a
l'une des villes les plus riches de France également qui se côtoient sur ce territoire-là. Donc une hétérogénéité assez importante et un territoire qui a peut-être même été un peu communautarisé par certains aspects. Et une faible mixité malgré tout, avec quelques poches où les publics peuvent se rencontrer. Donc on va répondre à 2 interrogations. C'est comment en bibliothèque municipale les professionnels sont légitimes à faire collection et comment aujourd'hui la politique s'immisce finalement dans les politiques documentaires et par quel biais de l'ensemble. Donc je vais enfoncer quelques portes ouvertes. Je vais revenir juste sur la politique documentaire. Effectivement, c'est l'ensemble des outils de la régulation des collections et ce sont ceux justement, comme le disait Louise tout à l'heure, c'est ceux qui nous rendent légitimes, qui rendent légitimes les professionnels vis-à-vis des publics et des tutelles, voilà, pour faire justement cette collection-là. C'est également un outil de management, je pense qu'on va y revenir dans la journée, qui permet d'harmoniser les équipes autour d'une vision commune de la lecture publique et de construire, ce que M. Gallet a tout à l'heure, c'est une identité professionnelle qui est propre à un lieu aussi, qui est propre parfois à une collectivité et qui parfois se percute d'ailleurs avec l'identité de la collectivité. Au-delà de ces outils d'harmonisation et de régulation, la politique documentaire, c'est aujourd'hui plus qu'avant peut-être un enjeu politique, à la fois rassurante pour les équipes et à la fois source de tension pour les équipes, puisqu'il faut en débattre en permanence aujourd'hui, peut-être plus qu'avant. En tout cas, c'est ce que je ressens. D'abord, on en débat pour sa construction entre professionnels, pour construire une vision commune, et on est obligé d'aller sur les terrains politiques. On va ensuite en discuter avec les élus pour pouvoir arbitrer, et ensuite avec les publics pour pouvoir l'exprimer. Et puis quand on va l'appliquer, on va en reparler avec tous, on va en reparler avec les équipes, avec les élus, on va revenir systématiquement dessus pour la défendre parfois. Surtout en période électorale, on est en période électorale dans les bibliothèques municipales pour ceux qui y sont, les positionnements commencent à se mettre en place, les échanges nous mènent dans des débats où se mêlent parfois des craintes, des peurs, des engagements, des ambitions, des jeux de pouvoir, des enjeux de réélection aussi. Donc le positionnement des bibliothécaires à tenir cette politique documentaire est encore un peu plus complexe. De la charte des collections aux fiches domaines, en passant par le plan de développement des collections qu'on est censé porter, nous avons autant d'outils de régulation que de zones de débat qui se mettent en place, de réflexion, et aujourd'hui, et pareil, peut-être plus qu'avant, de zones de tension politique au sein des équipes et avec les publics. La politique documentaire et notamment la charte des collections sont finalement une vision spécifique de la littérature, de la culture, de la science et en gros du monde qui nous entoure, voilà, qui est propre à chaque territoire et à chaque équipe, construite sur plusieurs années. Elle a commencé 10, 15, si on n'a pas beaucoup désherbé 20 ans avant, et elle va continuer sur les 10, 15, 20 prochaines années si les collègues n'osent pas nous désherber derrière. Elle s'élabore notamment à partir d'une connaissance des territoires et des publics, de diagnostic. Et donc, c'est une vision politique, clairement, discutée et finalement assumée. Une vision, alors, de politique publique a priori, mais peut-être une vision de politique tout court. Cette vision qui est validée par des instances démocratiques est donc une vision qui est validée du monde proche et qui pousse à débattre et à nourrir le pluralisme. Et sans le débat, à mon sens, au sein des équipes, le pluralisme est largement fragilisé. Et la question qui se pose, c'est est-ce que le débat est encore possible en bibliothèque aujourd'hui? Alors, et sous quelle forme? Je ne vais pas trop spoiler la forme, je pense que oui, mais je pense que c'est un peu plus complexe. Parce que ça pose la question notamment dans les Yvelines, je reviens un peu à ce que je vis, ça pose la question de la mixité des publics. Est-ce qu'on débat dans un entre-soi? Est-ce qu'on apporte vraiment un pluralisme à avoir les mêmes publics? On a des bibliothèques qui ne traitent qu'avec les mêmes CSP, en gros, hein, c'est des schémas, mais on est sur un communautarisme assez fort parfois. Ça pose la question des communautés. Est-ce que les communautés, elles-mêmes, ont envie de créer des passerelles entre elles et ont envie de discuter et de débattre? Ça pose la question aussi de la maîtrise du débat contradictoire. Est-ce qu'on est capable de le gérer au sein des collections et surtout au sein des équipes? Est-ce que les équipes sont armées pour pouvoir porter et pour pouvoir arbitrer, en tout cas réguler ces débats-là, et dans un contexte de remise en cause des sciences, de la validation des croyances
tout ce qu'on peut avoir derrière et que vous connaissez. Les bibliothèques municipales, et ça je le défends au quotidien, sont au cœur des enjeux de démocratie. Voilà, c'est un outil de la formation à la citoyenneté. Alors, si on pense en plus que l'école commence à se fissurer un peu sur cette partie-là, on devient finalement l'un des derniers remparts, pas le seul, mais l'un des derniers à pouvoir travailler sur ce pluralisme au sein de cette politique documentaire. La difficulté à débattre pourrait en fait fragiliser ce positionnement et rendre le poids du politique un peu plus dangereux qu'il ne l'était. Aujourd'hui, tous ces enjeux politiques s'immiscent dans les services et dans les équipes, comme dans la société d'ailleurs. Enfin, voilà, les enjeux sont plus polarisés, les débats sont plus polarisés et deviennent très vite une zone de tension assez forte. On a un refus du pluralisme qui se met des idées, qui se met en place, de l'acceptation de l'existence même d'une opinion qui est différente. On a, moi, alors, dans un milieu particulier, mais on a des demandes régulières de suppression d'ouvrages de la part des publics qui nous demandent que ces livres n'ont pas leur place dans leur bibliothèque parce qu'ils sont choqués par ces ouvrages-là, parce que ça va choquer leurs enfants. Et qu'une bibliothèque doit être un endroit et un lieu, comme on me l'a dit il y a un mois, safe. Moi, je considère que les bibliothèques, ce n'est pas des endroits safe. Justement, la culture est faite pour nous bousculer. Sinon, ce n'est pas très intéressant et pour nous interroger. Donc, elle est là pour nous mettre un peu en danger et en difficulté. Raisonnable, hein, on est d'accord sur la mise en danger. Donc, on est confronté à ce refus d'une opinion différente, à la certitude d'avoir la bonne opinion, contrairement à l'autre. Et ça, on l'a chez les tutelles. Alors, on a eu quelques expériences par le passé, hein, chez ce refus du pluralisme, chez les publics qui s'expriment davantage sur cette question-là. Et aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est que c'est également chez des professionnels qui sont un peu plus décomplexés sur la question et qui assument la perte de la neutralité. Cette neutralité est ainsi remise en cause aujourd'hui par les professionnels, parfois vue par une marque de lâcheté. Alors que, à mon sens, c'est bien plutôt une marque de courage, car elle apporte la légitimité qui est indispensable. Je vous ferai pas la blague de parler moins fort. Ça va? Bon, pardon. Merci. Donc c'est donc oui, la neutralité est vue comme une forme de lâcheté. Elle est présentée comme ça dans certaines équipes. On me l'a dit aussi à moi. On a une discussion assez, somme toute sympathique, mais voilà. Alors que elle est un rapport, elle est un appui, surtout quand on est en position de management, de cadre. À mon sens, c'est un appui à la légitimité indispensable dont vous parliez juste avant, et c'est un rempart contre la pression politique en général, face au public, face aux élus, aux équipes. Rompre cette neutralité, c'est sans aucun doute finalement fragiliser un peu les espaces de débat dont font partie les bibliothèques. La politique documentaire, mais en fait, comme toutes les phases de nos métiers, on pourrait aussi parler de l'action culturelle, et donc au cœur battant, est au cœur battant de la démocratie et impactée directement par les enjeux de politique locale qui poussent de plus en plus à des orientations politiques. Elle est au service des communautés desservies et de ce qu'on observe, a rarement subi, c'est arrivé avant, hein, mais autant de pression dans les Yvelines, en France et dans le monde. D'ailleurs, quand on voit le programme du prochain congrès de l'ABF, les questions de pluralisme sont extrêmement présentes et les conférences sont prises d'assaut. Donc des pressions de la part des tutelles, et alors j'allais dire évidemment parce que c'est celle à laquelle on pense assez, mais voilà, donc avec des interventions dans les acquisitions, dans les retraites de collection. Heureusement, la loi Robert nous protège un peu plus. Maintenant, qui va aller, on a eu des cas, qui va vraiment aller attaquer, passer par la loi Robert pour défendre son service, et où est-ce qu'on met la limite de l'inacceptable dans une équipe? Le refus d'aborder des sujets de société, on est dans une... Alors, Intermédia porte, par exemple, une résidence de dessinateur de presse. Il y a des sujets qu'on ne peut plus traiter
dans les bibliothèques, qui nous sont voilà, interdites. Alors, je ne citerai pas de nom, mais dans cette résidence qui tourne dans une dizaine, c'est pour la deuxième année, on a une exposition, on travaille avec Cartooning for Peace. Il y a une exposition qui s'appelle Tous migrants. Elle m'a été refusée par 5 ou 6 collectivités qui refusent de traiter cette question-là. Je vous passe évidemment les questions d'identité de genre dans les Yvelines, qui sont très difficiles à traiter. J'ai eu la chance dans ma collectivité de pouvoir le faire avec des élus qui ont soutenu cette question-là, et une égalité aussi, pareil, plus surprenant, une égalité, la difficulté de traiter de l'égalité entre les femmes et les hommes que j'ai découvert. On a trois collectivités qui nous ont refusé parce que trop polémique. Je ne savais pas qu'un droit constitutionnel était finalement, était polémique, mais c'est ce qui m'a été trop problématique. Donc dans les Yvelines, alors l'autre particularité qu'on a aussi dans les Yvelines, c'est que du coup, par un désengagement de la politique, donc le refus de la politique d'intégrer la politique documentaire, on se retrouve dans une situation un peu particulière, puisque le département des Yvelines s'étant retiré d'une partie de ses missions de lecture publique et de soutien aux petites bibliothèques, ne soutient plus les bibliothèques sur la partie collection et du coup sur la politique documentaire. Donc on se retrouve avec des petites bibliothèques, des moyennes aussi, mais parfois qu'avec des bénévoles, qui ne sont plus formés du tout et qui ne peuvent plus acheter de collection. Donc assurer le pluralisme à partir de dons, ça devient un petit peu complexe. Voilà, à moins d'écrire soi-même les ouvrages, alors beaucoup d'anciennes enseignantes seraient en capacité de le faire, mais ça devient complexe. On en est avec Intermédia, donc nous on peut récupérer la partie formation des collègues avec plaisir, on fait ce qu'on peut. C'est une association bénévole, hein, on n'a pas de salariés, donc voilà. D'ailleurs, gentiment, le département nous demandait de former au projet qu'il proposait, donc gratuitement, ce qui était un petit peu complexe, puisqu'on n'est pas subventionné. On est subventionné, je remercie la DRAC Île-de-France pour cette partie-là. Et on en était dans l'un des départements les plus riches de France à devoir passer des partenariats avec Bibliothécaires sans frontières accessoirement. Donc on a une situation qui est assez catastrophique, parce que là on sait, nous, que sur la partie collection, évidemment qu'on ne pourra pas soutenir les petites bibliothèques, c'est impossible. On n'a ni l'espace de stockage, ni les moyens, ni voilà. Je remercie tous les collègues d'Intermédia qui travaillent à faire ce qu'ils peuvent. Voilà. On a accès sur la partie formation, ça on peut aider sur du temps personnel, mais voilà. Donc voilà, pour cette partie, la pression de la part des tutelles. On a des pressions de la part des publics. On a dans les Yvelines des cas, mais ça s'est produit un peu ailleurs. Alors après, les Yvelines ont une partie qui est assez conservatrice, plutôt catholique, mais ça se passera ailleurs. Donc on a il y a 2 élections. La Loire-Aubert nous protégera un peu plus, heureusement. Des associations qui sont venues retirer des bibliothèques des livres jeunesse qui traitaient de questions LGBT. Donc vous aviez La princesse qui n'aimait pas la prince, j'oublie le Bébé tango à 2 papas, voilà, des ouvrages jeunesse. Venaient dans les bibliothèques, prenaient les livres, les ramenaient chez eux, ils s'inscrivaient dans la bibliothèque, donc ils payaient leur cotisation, puisqu'en plus ils étaient extérieurs, donc c'était plutôt sympathique. Par contre, ils écrivaient aux mairies directement pour dire on ne vous rendra pas les livres, vos bibliothécaires font du prosélytisme, c'est scandaleux. 3 attitudes à ce moment-là des politiques, pareil, je ne citerai pas de nom, des collectivités qu'on étouffé l'affaire. On était en pleine élection municipale à ce moment-là, donc c'est important, il y a des enjeux derrière. C'est pas si simple que ça, donc je ne veux pas jeter l'opprobre, mais enfin voilà, des collectivités qui ont accepté qui se sont tues, qui ont dit on ne mettra plus les ouvrages en rayon, des collectivités qui ont tenu, qui ont dit on les mettra en rayon, on les maintiendra, et des collectivités qui ont dit bon, on va faire un peu entre les deux, on va les mettre à part. Ce qui était formidable, parce que en fait, ça crée le premier fonds LGBT dans les bibliothèques des Yvelines en plein milieu catholique. Donc, alors ils étaient un peu en hauteur, mais à partir de 10-12 ans, on pouvait sans problème y accéder. Et puis les donc pression des publics aussi, avec des communautarismes assez forts. Où, pareil, je ne vais pas vous l'apprendre, mais ils se rejoignent en fait sur les sujets qu'il faut interdire en bibliothèque, qu'il ne faut pas avoir, notamment religieux, mais pas que, et qui posent des difficultés pour nous.
Si la pression des tutelles est gérée par les cadres, généralement, après, c'est au cadre de l'expliquer auprès des équipes. Donc, on fait, quand on dit à un cadre, vous ne ferez pas d'exposition égalité femmes-hommes, que la personne est un homme, qu'elle doit l'expliquer à un ensemble d'équipes de femmes, je vous laisse expliquer. Voilà. Alors, on réexplique que, je ne dis pas que ça m'était arrivé, hein, d'accord, mais quand on explique aux collègues que, voilà, là, en l'occurrence, dans cette ville, on a été obligé d'expliquer, voilà, que le but était de mettre des dessinateurs de presse dans des classes et que peu importait finalement le sujet. Donc on est parti sur un autre sujet, mais il a fallu plier là-dessus parce que les tutelles ont cette possibilité-là. Mais une culture de l'effacement aussi. Et donc dépression de la part également des professionnels, avec un courant qui est profond, qui était plus caché avant et qui s'exprime, ce qui est au final très bien parce qu'on peut en débattre, donc je préfère ça, mais avec une remise en cause clairement affichée du pluralisme et de la neutralité, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était perçue comme de la lâcheté. Des professionnels qui, alors sans doute par peur, je le comprends, d'un extrême, pensent détenir la vérité, veulent contrebalancer ce qu'ils considèrent être des excès politiques, et souvent, ils veulent les compenser par d'autres excès et utiliser les mêmes armes. Mon sens, c'est pas une bonne voie, mais et par des excès qui, eux, cette fois-ci, sont jugés un peu plus acceptables. Chacun, finalement, fixant son propre curseur, ça devient un petit peu compliqué pour construire une identité professionnelle autour de la politique documentaire. Il ne s'agit plus de poser des questions de société, comme je pense c'est notre rôle, et on en est à un point où on a du mal à poser des questions, le danger est là, et après, à mon sens, les publics sont là pour se faire leur propre opinion. Sauf que là, l'idée est de faire la bonne opinion qu'ils estiment selon eux. Donc comment alors construire une vision commune? Alors, on va sur le plan politique, juste de l'arc républicain en bibliothèque, porteur de valeurs qui sont universelles. Comment on définit cet arc quand les politiques, quand les médias ont même du mal à le définir? Ce sont des questions assez complexes, d'autant que, ce que je disais tout à l'heure, quand c'est une pression des tutelles, les cadres réagissent. Quand c'est une pression des publics, c'est l'ensemble des équipes. Et les cadres, qui font moins de services publics généralement, ne sont pas là pour défendre cette politique documentaire. Donc la formation, elle est fondamentale. Une autre difficulté est la complexité à valoriser en bibliothèque des individualités, puisqu'on ne va pas aller jusqu'au wokisme, mais on est là. Comment est-ce qu'on fait pour valoriser ces communautés tout en portant des valeurs plus universelles et en insistant plus sur ce qui nous rassemble que ce qui nous divise. Et donc, où commence la censure? Comment évaluer le pluralisme? Ça, c'est toute la difficulté qu'on a, je pense, aujourd'hui. Doit-on considérer que tout peut être présent tant que la loi ne l'interdit pas en bibliothèque? À mon sens, oui. Alors, on pourrait le prendre comme de la lâcheté, mais je pense que c'est plus simple pour les équipes en précisant que la loi ne l'a pas interdit, donc vous êtes libre de le lire ou pas. Et à l'inverse, on ne peut combattre que ce qu'on connaît bien, finalement. Donc le supprimer d'une bibliothèque, c'est se couper un bras du débat. On peut se reposer sur la justice, évidemment, sur les institutions de la République, qui n'est pas, à mon sens, pas non plus un signe de lâcheté, c'est pas botter en touche, c'est un curseur qui va pouvoir rassurer les équipes. Des collègues, comme je le disais tout à l'heure, qui sont finalement partiellement, voire plus armés pour s'affranchir réellement des pressions, que ce soit les bibliothécaires sont de plus en plus polyvalents. Alors je parle des petites et moyennes. Alors les petites bibliothèques, on n'en parle même pas, puisque c'est une personne qui fait l'ensemble des acquisitions et qui est censée régler sa politique documentaire. Donc il doit être spécialiste de tout, sauf que les débats de société, le département des Yvelines, hein, c'est un département qui est assez rural, mais ce sont des cadres en fait qui vont travailler à Saint-Quentin, à Paris. Donc les débats sont des débats de cadres et de société qui sont assez argumentés. Voilà. Donc, comment est-ce que des bibliothèques qui sont plus polyvalents, qui sont moins spécialistes de leur fond et qui ont moins connaissance des enjeux de société puisqu'ils ont moins de temps pour ça. Il faut se positionner face au public instantanément. Il faut savoir si c'est un propos raciste, si c'est extrêmement compliqué.
Est-ce que dire qu'il y a trop d'immigrés en France, c'est un propos raciste? Est-ce qu'il faut dire stop à l'usager? Ce positionnement-là est à chaque fois... Il faut avoir la politique documentaire en tête systématiquement et pouvoir la défendre. Et voilà, donc on a moins de temps également en bibliothèque ces dernières années. On a donné un peu moins de temps aux collections puisque l'idée était de donner un peu plus de temps au public. Donc forcément, et on est en train de voir qu'aujourd'hui, ça devient plus complexe. C'était peut-être possible il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, ce rapport au public est évidemment essentiel, mais sans une maîtrise des collections à côté, c'est possiblement une mise en danger des équipes. Donc on doit s'interroger pour chaque équipe sur un rééquilibrage et former plus que jamais et peut-être accepter une moindre présence au public et une réduction du temps consacré au projet. Ça, c'est à chaque direction de le décider en fonction des compétences en place dans leurs équipes. On est dans un monde plus complexe. Enfin, là, j'enfonce vraiment des portes ouvertes, hein, mais on est noyé dans une information qui est vraie ou fausse, qui est alimentée, qui est manipulée par des opposants à de la démocratie, au débat politique, qui refusent justement, qui font tout pour que le débat soit plutôt paralysé. Et l'important aussi, c'est que l'éducation aux médias et à l'information qu'on fait au public, à mon sens, elle doit déjà commencer par les équipes. Et pas que ceux qui portent les questions d'éducation aux médias et à l'information, elle doit être portée par l'ensemble, parce que c'est eux qui sont confrontés directement à ces questionnements-là de la part des publics. Il faut les armer au débat, il faut ne pas tomber dans la simplification et dans la polarisation des idées. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai au niveau du temps, mais pour conclure, comment résister face aux pressions politiques? Alors, voilà, ça, ce sont mes réflexions personnelles et voilà, elles peuvent être débattues évidemment. Je pense que c'est rappeler le seul cadre républicain qui est fixé par la loi, ça rassure. Après, à partir de quand est-ce qu'on part en combat? Mais ce qui est sûr, c'est que dans une équipe, chacun ne peut pas avoir son curseur. Ça, c'est possible dans le débat, mais il y a un moment où on doit avoir une action commune, et cette action commune se transcrit dans la politique documentaire qui refait finalement du monde et de la politique. Comment se protéger comme fonctionnaire aussi, parce que vient se greffer ce devoir de neutralité qu'on a, notamment en période électorale, et comment est-ce qu'on peut accompagner les équipes qui sont confrontées et de plus en plus interpellées par les publics. Communiquer, rassurer, former, évidemment, c'est un long travail, il faut avoir du temps pour ça. Et puis des personnels aussi, hein, on parlait de l'identité professionnelle, quand vous avez été formé au métier de bibliothécaire, que vous intégrez une équipe, ça va très bien, mais quand vous venez d'autres milieux, que ce soit de service communication, que ce soit du service petite enfance, ils arrivent avec une autre culture professionnelle, mais parfois une culture en plus de la ville dans laquelle vous êtes, donc des points, des rapports qui sont un peu différents, et c'est une identité qu'il faut recréer et reconstruire. Comment parvenir aussi à poser toutes les questions et à réinsérer le débat, équilibrer les visions de la politique, pour équilibrer les visions inscrites dans la politique documentaire, affirmer le pluralisme. Voilà. Le choix, que nous avons fait, c'est de travailler à partir du dessin de presse, parce que c'est quelque chose d'assez simple et ça réapprend et ça montre tout simplement que le débat n'est pas dangereux en fait, et qu'on peut au sein d'un débat, au même de la discussion, changer d'idée. C'est possible et c'est pas dangereux. Voilà, c'est plutôt sain même. Ou à l'inverse, être convaincu encore plus. Et enfin, comment conserver la confiance des communautés, de l'équipe et des tutelles, avec des visions totalement différentes parfois, totalement opposées jusqu'aux extrêmes. Et ça, je pense qu'il n'y a que la neutralité qui peut construire ça, en tout cas la neutralité des cadres, évidemment, qui portent la politique documentaire. Et je m'arrêterai là. Voilà. Merci. Merci. On peut prendre quelques questions. Merci pour vos deux interventions et notamment pour
le portrait éloquent que vous avez dressé des Yvelines. Il faut que je médite ça. Mais j'avais une question sur la première intervention. Vous avez évoqué la nécessité de construire des liens entre politique documentaire et politique de service. Et je me demandais ce que vous entendiez par là. Oui, Ce que vous mettez derrière, en fait. Merci. Alors, la politique de service, c'est le cadre dans lequel on va développer tous les services qu'on va proposer aux usagers. Alors, quand on a un réseau qui est très étendu, c'est par exemple permettre un service de navette. Quand on a des bibliothèques... Oui, mais ce que vous entendiez par les liens qu'il faut traiter... Ah, les liens. Après, en fait, le fait d'articuler la politique documentaire à la politique de service, c'est comme ça qu'on va, par exemple, déterminer le nombre d'exemplaires qu'on va choisir d'acheter. C'est, par exemple, est-ce qu'on va doublonner ou pas tel ou tel titre. Par exemple, je vous parle d'un campus dans lequel il y a 3 bibliothèques d'histoire qui sont séparées de 50 mètres chacune. Mais avec des horaires d'ouverture très différents. Donc, est-ce qu'on doublonne? Est-ce qu'on part du principe que tout va circuler ou pas? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur le service de navette ou pas? Est-ce que dans le cas des ouvertures le week-end, est-ce qu'on prévoit des petits fonds de référence en SHS si alors nous, on ouvre les bibliothèques scientifiques, médecine et sciences. Bon, est-ce qu'on fait en sorte d'avoir un point relais documentaire pour les étudiants de SHS qui vont venir là le week-end ou pas? Les grands amphis de sciences ont lieu sur un campus qui, par ailleurs, n'est que SHS. Donc, est-ce qu'on fait des points relais documentaires de sciences dans les bibliothèques SHS? C'est aussi ça. Après, la politique de service, c'est aussi le prêt d'objets. Alors, c'est très en vogue, hein, mais c'est aussi prêter les objets qui vont permettre l'accès à la documentation. Par exemple, si on a un fonds de DVD, on sait que nos étudiants, leurs ordinateurs, n'ont plus de lecteur de DVD. Donc, si on ne prête pas de lecteur de DVD, ce n'est plus la peine d'entretenir un fonds de DVD. Voilà, c'est peut-être basique, hein, mais c'est comme ça aussi qu'on construit la politique documentaire. La politique de service, c'est aussi le point de vue terrain le plus fort. C'est là où on sait exactement ce qui se passe dans les bibliothèques, hein. C'est aussi, par exemple, choisir les réservations. Est-ce qu'on peut préparer, par exemple, des réservations de livres qui sont en libre accès? Ou est-ce qu'on maintient juste les réservations pour les livres qui sont en magasin ou ailleurs ou qui sont empruntés? Est-ce qu'un livre qui est disponible en libre accès, on a le droit de le réserver et quand on sort de cours et avant d'aller travailler, on passe à la bibliothèque, on donne son nom, on prend tous les livres et on court travailler. Enfin voilà, c'est ça aussi l'articulation service et politique documentaire. Oui, mais merci pour vos interventions. J'avais une question concernant donc votre médiathèque territoriale. Vous avez évoqué la notion de citoyenneté, vous avez parlé de la médiathèque comme un acteur de rempart de la démocratie. Comment est-ce que vous envisagez donc cette notion de citoyenneté dans la politique documentaire? Est-ce que c'est un objet que vous introduisez dans la politique documentaire, ou bien alors est-ce que la citoyenneté, c'est plutôt, ça s'exprime plutôt dans des actions culturelles à des moments précis, et la pluralité de votre fonds permet d'y répondre, ou alors c'est vraiment un enjeu de politique documentaire? Alors pour ma part, elle est partout. En fait, j'ai une formation d'enseignant à la base, donc j'ai gardé cette partie-là. Elle est effectivement, elle est inscrite dans la politique documentaire. On est là pour mais avant tout, d'abord l'école, former le citoyen et lui permettre d'avoir des outils pour pouvoir se forger sa propre opinion. Donc elle est effectivement dans la partie, pour nous, dans la partie politique documentaire, donc dans la notion de pluralisme, dans cette notion-là. Et puis après, elle va être dans nos actions d'éducation aux médias à l'information qui sont assez fortes. Alors, nous, on a fait le choix du dessin de presse
parce que parce que je pense qu'ils ont besoin de soutien aussi, et que avec la jeunesse ça marche très très bien. Donc dans les actions culturelles, on va l'avoir exactement. Donc c'est un axe pour moi c'est un axe de mon projet de service, enfin du projet de service qui est porté par la bibliothèque, d'aider à la formation du citoyen, que ce soit à travers les collections, que ce soit... Alors, pareil, j'ai une vision où l'action culturelle est là pour valoriser les collections, ce qui permet de se faire imposer accessoirement parfois des actions culturelles, si ce n'est pas dans l'axe principal, même si on sait qu'on peut tout faire en bibliothèque finalement, puisqu'on a l'ensemble des collections. Mais pour si c'est enregistré, c'est pas bien ce que je viens de dire, parce que mes élus vont le savoir. Donc l'idée, c'est voilà, comment est-ce qu'on met en avant cette citoyenneté, et comment est-ce qu'on la forme. On parle d'éducation aux médias, on parle à la jeunesse, on pense à la jeunesse. En fait, ceux qui sont les plus impactés aussi par les fake news, etc., c'est les générations qui sont bien au-dessus, qui n'ont jamais été formées par l'école, justement. Donc la génération qui est un peu au-dessus de moi, où je vais bientôt basculer, mais voilà, qui n'ont pas eu de formation à l'école, parce qu'ils sont nés avant les réseaux sociaux, etc. Donc on doit prendre ce relais-là, à mon sens, et cette citoyenneté, cette notion de citoyenneté, elle est dans l'essence même de la bibliothèque. Donc en fait, elle s'insinue partout, dans la relation au public, dans la politique documentaire, dans l'action culturelle, avec les partenariats, et dans la valorisation des collections et des services. Et vous avez là mes responsables de pôle qui ont ces missions-là. C'est un organigramme qu'organise par pôle, en fait. Voilà. Merci.